Bienvenue dans Parlons Placement, une émission en direct consacrée à tous vos placements, à une émission riche aujourd'hui. On va s'intéresser à la remontée du prix du pétrole et tenter de comprendre comment on peut en profiter. On va se poser la question de savoir s'il faut vendre une partie de son patrimoine immobilier avec le changement lié à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, on s'intéressera également à la diversification de ces placements grâce à l'investissement dans les PME françaises. C'est tout de suite, c'est Parlons Placement. Parlons Placement donc s'intéresse à la remontée du prix du pétrole. On a le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, le pétrole remonte, c'est assez flagrant. Vous avez apporté d'ailleurs un joli graphique qui le prouve. Tout à fait. On va le voir ensemble. Je vous laisse le commenter. Alors, on voit en fait que les prix s'étaient stabilisés avant 2014 autour de 100, 110, 115 $. Il y a eu une franche baisse qui était liée en fait à un excès d'offres sur les marchés. L'arrivée du gaz de schiste notamment qui avait pesé sur les prix. L'arrivée du gaz de schiste aux États-Unis, mais également en fait la Russie qui a produit de plus en plus de barils et l'OPEP qui n'arrivait pas à contenir du coup cet excès d'offres et qui a dû faire appel en fait à d'autres acteurs non membres de l'OPEP. Ça c'est justement le fameux accord d'il y a un an, de novembre 2016. Qui a permis en fait de réduire la production de pétrole au niveau mondial et donc ainsi de contenir les prix. Un accord qui tient, parce que certains émettaient des doutes sur la viabilité finalement de cette alliance entre la carpe et le lapin. Ouais, oui, effectivement, parce qu'il y a au sein de cette alliance, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran, la Russie, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Pas toujours d'accord, voilà. C'était pas évident. Ils ont créé un comité de surveillance et aujourd'hui, les quotas sont très bien respectés. Dès qu'il y a un pays qui ne respecte pas ses quotas, on lui tape sur les mains. Et globalement, ça tient assez bien. La croissance qui revient aussi, qui soutient finalement l'activité et par voie de conséquence son essence qu'on met dans le moteur. Voilà, ça c'est l'autre pilier effectivement. Jusqu'en 2016, la croissance mondiale n'arrêtait pas de se réduire tout en restant positive. Là, cette année, c'est la première fois depuis pas mal de temps qu'elle repart. Elle était de 3,1% en 2016. Elle devra atteindre 3,5% selon l'OCDE pour cette année et augmenter encore en 2018 pour atteindre 3,7%. D'ailleurs, c'est marrant, c'est la première fois que depuis 2008 qu'aucun pays sur la planète ne sera en récession cette année. Oui, il faut le souligner, en effet. Est-ce qu'il y a un lien avec le dollar aussi, ces évolutions du prix du pétrole? Oui, il y a un lien entre le dollar qui est plutôt inverse en fait. Quand le dollar monte, ça fait baisser le pétrole et inversement. Alors si on regarde depuis le début de l'année, les grandes tendances, ça a été plutôt une remontée de l'euro, donc une baisse du dollar. Une baisse du dollar et une remontée donc du pétrole aussi un petit peu. Il y a un effet dollar. Et il y a un effet dollar en fait, qui inverse, donc qui explique plutôt l'effet inverse. Ce que je veux dire, c'est que les autres paramètres, baisse de l'offre et augmentation de la croissance, de la demande, sont plus importants que l'effet dollar qui, lui, est plutôt négatif sur le pétrole. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps cela va-t-il durer? Est-ce qu'on est reparti pour des cycles de hausse du prix du pétrole, alors qu'après nous avoir annoncé une hausse infinie, on avait annoncé un plancher infini? On en est où là? Alors, c'est difficile d'avoir une visibilité à très long terme parce que ça va dépendre quand même beaucoup du cycle économique et on a plusieurs interrogations sur la durée du cycle économique. Pas tellement en Europe puisqu'on est vraiment au milieu du cycle économique. C'est plus d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine pour diverses raisons. Les États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils sont en croissance. Malgré tout, pour l'instant, on est plutôt confiant sur la croissance économique américaine. Et puis, s'il y avait un accord sur la réforme fiscale, ça pourrait prolonger en fait la croissance pour 2018 voire 2019. Donc, de ce côté-là, à court terme, on n'a pas trop d'inquiétude, contrairement à ce qu'on peut entendre, même si les actifs paraissent chers. On est moins inquiet du côté des États-Unis que du côté de la Chine, qui a soutenu sa croissance en fait à coup d'endettement et à un niveau d'endettement qui est absolument gigantesque aujourd'hui. Donc ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir un bras de fer entre d'éventuels problèmes chinois et la bonne santé qu'on espère de l'économie américaine et que c'est là que ça va se jouer? Oui, tout à fait. En fait, sur le moyen terme, mais c'est un horizon de 2-3 ans, en fait, ça va être un petit peu l'atterrissage de la Chine qu'il faudra vraiment surveiller. Si l'atterrissage est léger et soft, alors les prix se maintiendront. S'il est hard, comme on dit,
là, ça peut descendre beaucoup plus, ça peut hard corriger beaucoup plus. Le hard landing. Le gaz de schiste dans tout ça, parce qu'on disait que c'était le couvercle sur le marché, c'est-à-dire dès que le prix remontait, les robinets de gaz de schiste américains étaient rouverts et ça repesait sur le prix. Oui, et ce n'est pas ce qu'on a observé cette année. Malgré le fait que le pétrole soit bien tenu, donc au-dessus de 50 $, alors qu'au plus bas il était descendu à 30, on a presque doublé, on est à 58 $ pratiquement aujourd'hui, 24 octobre. Et bien cette année, en fait, le pétrole, le gaz de schiste aux États-Unis a été bien limité. Les investissements ont été réduits, la production, en fait, la croissance de la production a été nettement réduite. Et donc ça aussi, ça a plutôt pesé sur les marchés. Ce n'est pas exclu que dans un deuxième temps, en 2019, la croissance reparte du côté des États-Unis. Donc si je suis votre raisonnement, à long terme, on n'en sait rien, et c'est assez logique. À court terme, vous êtes plutôt confiant sur la poursuite de la hausse du prix du pétrole? Oui, tout à fait. Alors ça n'ira pas sur les 100 $, mais ça devrait continuer sur ce trend qu'on connaît actuellement. Comment on en profite? Alors comment on en profite? Il y a plusieurs façons en fait, de profiter de la hausse du pétrole. Justement, il vaut mieux en profiter parce que lorsqu'on est un consommateur français, en fait, on va être impacté, le pouvoir d'achat va être impacté par l'hausse du pétrole, on va payer plus cher son essence, etc. Donc, en tant qu'investisseur, il vaut mieux profiter de la hausse du pétrole. On peut le faire de différentes manières. Investir directement dans le pétrole, mais c'est difficile quand on est un particulier. Il y a des ETF comme ça qui permettent d'investir et d'être indexé sur le cours du pétrole. Mais des ETF comme ça, on ne peut pas les mettre dans un contrat d'assurance vie. Ce n'est pas éligible, c'est interdit par le code des assurances. Donc faites très attention à ça si on vous le propose. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors, parce qu'on ne peut pas acheter de barils, on peut stocker de l'essence dans sa piscine si on en a une, mais bon, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique, hein, c'est plutôt déconseillé. C'est dangereux en plus, hein, oui. Il vaut mieux en fait investir en fait sur des actions. Donc on en profite indirectement. Il y a des secteurs qui profitent vraiment de la remontée du pétrole. Évidemment, le secteur pétrolier. Les actions qu'on aime bien, c'est Shell, Total, dans ce secteur-là. Ou alors des parapétroliers. Nous, on aime bien Technip. On a d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a fait un produit structuré sur Shell, Total et Technip qui permet de profiter de la bonne santé de ce secteur. Donc jouer des rebonds de pétrolières, de compagnies, de majors ou de parapétrolières qui ont souffert ces dernières années et qui pourraient profiter de cette hausse du prix du baril. Et dont les actions rebondissent. Après, de manière plus indirecte, il y a des secteurs qui ne vont pas profiter directement de la hausse du pétrole, mais qui profitent de ce scénario en fait, général qui a plus de croissance et aussi plus des cours de pétrole qui augmentent, c'est plus d'inflation, je l'ai mentionné par moins de pouvoir d'achat, mais plus d'inflation en fait, ça c'est favorable pour un certain nombre de secteurs, notamment les cycliques, plus de croissance, plus de consommation. On aime bien à ce niveau-là le secteur automobile, que ce soit les constructeurs ou également les équipementiers type Valeo, on aime bien Michelin aussi. Et donc on a créé un produit structuré qui sur le secteur automobile avec Fiat, Chrysler et également Valeo et Michelin, si on veut jouer cette thématique-là. Donc on joue le prolongement du secteur pétrolier qui va jusqu'à l'automobile. Voilà, de manière indirecte, en fait, c'est le scénario global qui est un scénario de reflation, de croissance qui s'améliore notamment dans la zone euro. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Il y a d'autres stratégies, mais que nous, on ne met pas en avant, mais je les mentionne, elles existent. C'est d'aller investir en fait, sur des pays qui ont souffert avec la baisse du pétrole et donc qui s'améliorent avec la hausse maintenant du prix. C'est les émergents et en particulier en fait, la Russie, le Brésil ou d'autres comme l'Afrique du Sud par exemple. Mais en effet, c'est compliqué peut-être ces stratégies parce que ce n'est pas des produits purs pétroliers, donc il peut y avoir d'autres incidences exogènes qui viennent perturber ça. Le Brésil, par exemple, exactement. Qui a eu des problèmes de récession forts au-delà du pétrole. Exactement. Il y a aussi beaucoup d'instabilité politique en fait, qui peut se rajouter à la complexité du dossier. Merci Jonathan pour vos lumières sur ce marché pétrolier. Vous n'êtes pas trompé, je tiens à le préciser, sur le sens du dollar. C'est la précédente émission. Le dollar s'est en effet arrêté en dessous des 1,20 et puis est remonté en fait, face à l'euro. Donc on verra si cet oracle et votre sens de la prévision se poursuit. Merci beaucoup, à bientôt. On enchaîne tout de suite avec une séquence consacrée à l'IFI, le nouvel impôt sur la fortune immobilière.
On a le plaisir de retrouver Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Est-ce qu'il faut que je vende mon appartement pour m'acheter une caravane, supprimer mes biens immobiliers? Non, on va essayer de garder sa résidence principale. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt de se poser la question, notamment pour tous ceux qui détiennent des biens locatifs. Est-ce que c'est le moment de vendre? Il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, on pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent encourager effectivement, en tout cas, à se poser la question. Alors, on va reprendre de façon méthodique. C'est vraiment votre marque de fabrique. Ouais. Comment est-ce qu'on bâtit ce raisonnement? La première question que vous vous posez, c'est quelle est la rentabilité réelle d'un bien immobilier? Ce qu'on constate en fait lorsqu'on va voir nos clients, c'est que la plupart du temps, les gens calculent mal la rentabilité de leurs biens immobiliers. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les loyers qui tombent, ils ne tiennent pas toujours compte des charges réelles qu'on peut attribuer finalement à ces revenus, mais au-delà de ça, surtout, ils oublient de rapporter ces loyers à la valeur actuelle du bien immobilier, il la compare à la valeur d'acquisition. Donc, imaginons que ça a été... Alors qu'elle s'est fortement appréciée, on imagine. Exactement. Alors, pourquoi il faut faire le calcul le bon calcul, c'est de rapporter donc ces loyers nets de charges à la valeur actuelle. Pourquoi? Parce que si on doit faire un arbitrage par rapport à d'autres placements, d'autres actifs, il faut le voir, il faut le comparer à ces actifs-là, à la valeur d'acquisition aujourd'hui. Donc, le vrai calcul, c'est ça. Et quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que contrairement à ce que les gens pensent, le rendement de l'immobilier, c'est autour de 5, voire 6-7%. En réalité, en réel alors? En réalité, en moyenne en France, on est plutôt en net autour de 1,5-2% dans le meilleur des cas. Bon, et c'est là où vous dites il faut comparer donc ce rendement réel de l'immobilier avec d'autres placements, d'autres placements, pour voir s'il y a des arbitrages intéressants à faire ou pas. Et après, on va voir pour quelles raisons aujourd'hui on pense que l'assurance vie, on va nous dire, on parle souvent de l'assurance vie, mais l'assurance vie reste l'alternative finalement au patrimoine immobilier, surtout pour les gens qui veulent avoir des revenus tout au long de l'année, qui veulent éventuellement avoir des revenus complémentaires. L'assurance vie dans ce cas-là, avec une allocation en unité de compte, on verra ça après, permet d'être une alternative à l'immobilier. Alors on va voir en effet le match immobilier assurance vie, mais auparavant, pour finir sur ce volet immobilier, on a des rendements réels qui se sont dégradés avec la hausse des prix et puis il faut intégrer aussi tous les coûts. On en est où en termes de marché sur l'immobilier? C'est une autre raison pour laquelle on pense qu'aujourd'hui on est un peu à une croisée des chemins. Parce qu'on a l'impression que les prix ne font que monter. Les gens se disent, ok, peut-être que j'aurai peut-être un meilleur rendement sur d'autres produits, mais si mon appartement monte en termes de prix, je gagne de l'argent aussi en dormant. Tout à fait. En fait, il faut reprendre la séquence par rapport à la baisse des taux. Les taux ont fortement baissé ces dernières années. On constate qu'actuellement on est plutôt sur le fond. On attend plutôt maintenant une remontée progressive des taux d'intérêt. Donc le fait que les taux étaient bas, ça a permis à un certain nombre de Français de revenir sur le marché, d'être solvables d'un point de vue immobilier et de pouvoir acquérir dans de bonnes conditions des biens immobiliers. Sauf que maintenant, en fait, avec les prix qui ont augmenté ces derniers temps, notamment là, on regarde une étude qui est sortie très récemment de l'Observatoire du Crédit Logement qui indique que sur le troisième trimestre 2017, les prix ont augmenté parfois de 13% dans certaines grandes villes françaises. Et donc en fait aujourd'hui, quand on compare ou on intègre le mix prix de l'immobilier et crédit, taux du crédit, on se rend compte que c'est plutôt plus défavorable aujourd'hui que cela n'était le cas, par exemple, avant la crise des subprimes de 2007. Ce que vous dites, c'est que en fait, les taux ne peuvent pas aller beaucoup plus bas. Non, ils vont plutôt même remonter. Le plancher. Et donc, finalement, la possibilité d'acheter un bien immobilier arrive presque à sa limite pour une grande partie du marché. C'est exactement ça. Et si maintenant, en plus, les taux se mettent à augmenter, il est probable que ce soit un accélérateur, en fait, à rendre encore plus inaccessible le marché de l'immobilier aux particuliers. Donc, si ça arrive comme cela, comme on l'envisage, ça va probablement gripper un moment et ça va rendre plus difficile la possibilité de céder des biens immobiliers. Or, on est aujourd'hui dans un contexte où il y a des questions à se poser, des arbitrages à faire entre l'immobilier et les autres placements, notamment au regard du fait que l'IFI arrive. Alors, on parlera de l'IFI, mais alors les autres placements, vous pensez donc assurance vie, c'est aussi un de vos placements préférés. En tout cas, c'est une enveloppe qui permet de faire un certain nombre de choses dans lesquelles on peut mettre un certain nombre de placements. Les avantages comparatifs entre immobilier et assurance vie, quels sont-ils? Alors, si on regarde notamment les préoccupations des Français en termes d'épargne aujourd'hui, quand on leur pose des questions, il y a une étude qui est sortie très récemment aussi là-dessus, qui indique que la première préoccupation des Français, c'est de pouvoir transmettre
leur patrimoine à leurs enfants ou à leurs descendants, peut-être à leurs petits-enfants. Ça vient en fait généralement en première, selon les études, en première préoccupation. En deuxième préoccupation, derrière le fait d'obtenir des revenus supplémentaires, d'améliorer son quotidien, notamment lorsqu'on est à la retraite. Et donc sur ces enjeux de transmission, l'immobilier en soi, c'est souvent beaucoup plus compliqué à transmettre. L'immobilier en direct, un bien locatif, c'est plus compliqué à transmettre que l'assurance vie qui bénéficie des avantages fiscaux en termes de transmission. Je rappelle la règle des 152 500 € si on a investi avant 70 ans. Bon, sans rentrer dans le détail, l'assurance vie permet de transmettre dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'immobilier en direct. Donc ça, c'est un atout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et un autre élément, c'est que lorsque, par exemple, on veut, là aussi, éventuellement, on a besoin d'une somme pour se lancer sur un projet, par exemple, financer des études à l'étranger de ses enfants, casser un bien immobilier pour en tirer 50 000 €. On ne peut pas vendre la salle de bain dans un studio ou dans Alors un que, F2. Voilà, tout à fait. Là, l'assurance vie permet complètement de répondre à ces attentes-là, sans même d'ailleurs casser un contrat d'assurance vie. On peut parfois faire appel aux avances que permettent de faire le contrat d'assurance vie. C'est une forme de crédit qui est gagé sur les actifs qu'on a logés dans sa compagnie d'assurance vie. Donc vous dites, il faut en effet se poser la question, et ce d'autant plus qu'on a l'IFI qui arrive, ce fameux impôt sur la fortune immobilière. Ouais, alors on rappelle que pour ceux qui sont à l'ISF, finalement, ça ne change pas grand-chose, parce que si vous aviez un périmètre immobilier, en tout cas, vous ne paierez pas plus. Mais vous paierez au moins sur ces biens immobiliers, et ça force aussi à se poser la question. Exactement. On a fait le calcul que, par exemple, quelqu'un qui a un patrimoine immobilier à 100% en immobilier, qui est à 2 millions, évalué à environ 2 millions d'euros, c'est une charge annuelle, l'IFI, de 7 000 € environ. Pour obtenir 7 000 € de revenus complémentaires, il faut investir à peu près 200 000 € et avoir un taux de performance autour de 3,5-4%, ce qui est déjà un niveau de performance net élevé. Donc finalement, ce n'est pas négligeable. La somme que les Français vont dépenser en IFI n'est pas négligeable, et on peut se poser la question aujourd'hui de faire cet arbitrage-là, sans bien sûr tout mettre à la cave, sans bien sûr céder complètement son immobilier, mais d'aller dans une logique de diversification supplémentaire. C'est un point important. On n'est pas là pour dire vendez tout, il faut être complètement avec zéro immobilier. Mais en tout cas, pour certains profils, certains peuvent se poser la question du périmètre de son patrimoine immobilier et de l'optimiser avec les arguments que vous nous avez présentés. On a vu l'essentiel. Est-ce qu'il y a encore un point? Il y a un élément qui me paraît important quand même pour les personnes qui se posent la question et qui pourraient nous interroger sur le fait qu'on peut aussi mettre de l'immobilier dans l'assurance vie. Je rappelle en fait le contexte, c'est éventuellement tout ce qui tourne autour des sociétés civiles de placement immobilier ou des OPCI. Il est question actuellement que, même si la réponse définitive n'a pas encore été obtenue, puisqu'on se pose la question de savoir si ça va être intégré à l'IFI ou pas. A priori, ça devrait l'être, sauf bonne surprise. Et il n'empêche que donc finalement, les SCPI, les OPCI sont encore une alternative qui permet de mettre de l'immobilier dans son assurance vie, certes, mais là, l'avantage compétitif qu'on a par rapport à l'immobilier en direct disparaît, puisqu'on sera quand même soumis à l'ISF ou à l'IFI sur ce type de placement. Merci Vincent pour ces explications. Vous restez avec nous parce que de l'immobilier à l'investissement dans les PME, il y a un lien. C'est la volonté politique actuelle, financer l'économie dite productive. On en parle tout de suite avec Xavier Antonios, le président du directoire d'123 IM. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Parlons Placement, on est heureux de vous retrouver. Un petit mot d'actualité tout d'abord, puisque vous dirigez 123 IM et vous êtes une des sociétés emblématiques finalement de cet investissement dans les PME, les startups, le non-coté de France et de Navarre, qui a bénéficié pendant des années d'un avantage fiscal, notamment lié à l'ISF, qui permettait à ceux qui payaient cet impôt de défiscaliser une partie des sommes en échange d'investissement dans des fonds comme les vôtres. C'était la fameuse loi TEPA. Tout à fait. J'imagine que ce changement, cette disparition de l'ISF est un impact non négligeable sur vous? Alors c'est un impact effectivement. Aujourd'hui sur 1,3 milliard que gère 123 IM, il y a à peu près 700 millions d'euros de stock
issus de collectes ISF-PME qui ont permis effectivement depuis une dizaine d'années de drainer de l'épargne des particuliers vers les financements des PME non cotées. Heureusement, nous ne gérons pas que des produits ISF-PME. On en parlera, c'est le sujet d'aujourd'hui. On gère des fonds de diversification et aujourd'hui, 500 millions d'euros de nos stocks est issus de produits de pure diversification. Néanmoins, il y a un réel manque à gagner pour les PME au final, parce que celles qui vont être les grandes perdantes de cette modification et cette disparition de l'ISF, donc de l'ISF-PME, ce sont les PME qui vont perdre environ 1 milliard de financement qui était injecté tous les ans grâce à ce mécanisme-là. On milite, on devrait avoir un nouvel IR-PME, loi Madelin, qui aujourd'hui a assez peu d'efficacité fiscale et assez peu souscrit par les épargnants, puisque la réduction n'est que de 18%. Voilà, on milite et les parlementaires devraient nous écouter pour avoir un IR-PME à 30%. Bon, malgré tout, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. C'est pour ça que vous aviez anticipé et diversifié, vous nous l'avez expliqué. Et vous sortez un nouveau produit consacré aux PME françaises, toujours, mais côté obligataire, en quasi-fonds propres, obligations convertibles. C'est un FPCI. Un nouvel acronyme. Voilà, Fonds professionnel de capital investissement, qui est le véhicule dédié, qui est le grand frère des FCPI, Fonds commun de placement dans l'innovation, ou des FIP, Fonds d'investissement de proximité. Le FPCI, Fonds professionnel de capital investissement, n'offre pas d'avantage fiscal à l'entrée. Néanmoins, on a une souplesse totale. Là où sur les fonds fiscaux, on a énormément de contraintes qui sont dictées par le législateur. On ne peut pas investir dans toutes les zones françaises. On ne peut pas investir sur tout type de société. L'argent est fléché. Sur le FPCI, on a une liberté totale de gestion. Néanmoins, il y a un point important, c'est qu'à la sortie, on bénéficie des mêmes avantages fiscaux que sur les fonds fiscaux, c'est-à-dire une exonération des revenus et des plus-values. La seule chose qui est à régler, c'est les prélèvements sociaux. Ce qui, quelque part, est assez sain, parce qu'on gagne si on mise sur les bons chevaux, plutôt que d'avoir une réduction sur le billet de loterie à l'entrée. Exactement. Et encore une fois, pour revenir sur la loi TEPA, la très bonne chose, la bonne idée de cette loi TEPA, ça a été de permettre de parler PME à des épargnants français qui aujourd'hui ont compris la mécanique d'investissement 10 ans après. On a eu la chance d'avoir des résultats pas trop mauvais sur l'ISF PME qui nous ont permis, encore une fois, de séduire et de sensibiliser les épargnants français en leur disant la PME n'est pas forcément dangereuse. Et donc, en fait, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'on peut, en effet, diversifier son portefeuille sur cette classe d'actifs. On peut gagner de l'argent si c'est fait de façon professionnelle et intelligente. Et voilà, maintenant, l'avantage fiscal était une cerise sur le gâteau, mais on n'a pas besoin, on peut continuer à investir sur ce segment. Et c'est ce que vous proposez. Alors, professionnel, je reviens sur ce terme. Ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès ? Non, tout le monde n'y a pas accès. Effectivement, c'est aujourd'hui un produit qui est réservé à des clients avertis, des clients qui ont déjà investi dans les entreprises non cotées, dans des fonds d'investissement. Et à ce titre-là, ils ont accès à ce produit-là à partir de 30 000 euros. C'est un produit plutôt haut de gamme, encore une fois, pour des clients qui sont déjà bien diversifiés, dans l'assurance vie, on en parlait, dans l'immobilier, bien évidemment, dans les valeurs mobilières, dans les produits structurés. Et là, c'est l'étape d'après. C'est sur une part de leur épargne qui doit représenter au maximum 5 à 10% de leur épargne, leur surface financière. Et là, ils vont s'exposer à un produit de diversification. C'est un produit qui va offrir un rendement supérieur aux autres classes d'actifs. On parle de combien ? On parle de l'ordre de rendement net visé qui est de l'ordre de 7 à 8% par an sur une durée de 5 ans. Sur quel type d'entreprise, de sous-jacent vous allez investir ? C'est important, effectivement. Historiquement, l'inconscient collectif faisait quand on souhaitait investir de mon côté, c'est ce que l'on faisait il y a une dizaine d'années, on investissait en actions et on prenait un risque fort en investissant, en faisant des paris sur des PME françaises. Depuis quelques années, on a travaillé nos produits pour offrir aujourd'hui aux épargnants français un produit beaucoup plus défensif. Premièrement, on n'investit pas en actions, mais on investit en obligations d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau de risque plus mesuré puisqu'on est mieux protégé qu'un investissement en actions. Deuxièmement, l'obligation offre une visibilité sur la maturité, et cette maturité de l'ordre de 5 ans. Et le dernier sujet, c'est qu'on a travaillé sur les thématiques et on va s'attacher à financer des PME dans des secteurs dits défensifs, c'est-à-dire offrant une bonne visibilité sur leurs revenus futurs et relativement défensive par rapport à la conjoncture économique.
Donc ce que vous me dites, c'est que en fait, c'est ce véhicule d'investissement, l'obligation convertible par rapport à l'action, est plus défensif. Il me garantit mieux contre... en fait, il me garantit mieux en tant que créancier, mais pas forcément... si l'entreprise va pas bien, j'ai les mêmes risques qu'un actionnaire. Tout à fait. Si l'entreprise va au tapis, tout le monde perd. Le banquier qui a prêté de l'argent perd. L'investisseur en obligation perd et l'investisseur en capital, l'entrepreneur perd. Néanmoins, si c'est un succès mesuré, l'obligataire va percevoir son coupon et le chef d'entreprise va peut-être pas faire de plus-value, mais nous, en tout cas, on aura touché notre coupon et on est prioritaire en cas de cessation. Et donc c'est ça la grosse différence, c'est le coupon. Hein. C'est quand même le fait d'avoir des loyers, des dividendes qui vont, enfin pas des dividendes, mais des vraiment revenus, des coupons, des revenus coupons qui vont tomber de façon régulière, ce que n'offrent pas toujours les fonds propres, c'est-à-dire les actions. Exactement. L'intérêt de ce produit, et en rentrant dans le détail, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il offre deux types de parts. Des parts de capitalisation qui vont permettre d'aller chercher du rendement in fine et des parts dites de distribution qui peuvent servir un coupon jusqu'à 4% de revenus par an. Malgré tout, vous allez continuer à faire du private equity et de l'investissement dans des actions et des fonds propres traditionnels? La particularité d'un 2/3e, c'est qu'on est des généralistes ou des multispécialistes du private equity. C'est-à-dire qu'on finance aussi bien des jeunes pousses que des entreprises matures. On investit aussi bien en actions, en prenant un risque plus fort, qu'en obligations avec un risque mesuré. Là, c'est un produit conçu pour avoir un risque, encore une fois, mesuré, un rendement capé de l'ordre de 7 à 8%, qui s'adresse à des épargnants qui veulent faire un premier pas dans le non-coté et qui ne veulent pas prendre trop de risques par rapport à cette classe d'actifs. À l'autre bout de la chaîne, les entreprises qui pourraient être intéressées par ce type de financement, il faut qu'elles remplissent des critères bien particuliers, notamment celui de servir des revenus. Celui de servir des revenus, donc on s'adresse effectivement, les entrepreneurs qui nous intéressent et qui vont rassurer nos clients investisseurs, ce sont des entrepreneurs qui sont assis sur un business, on l'évoquait tout à l'heure, avec une visibilité, des business rentables, encore une fois, qui dégagent des cash flows, qui sont capables de servir un rendement au coupon des obligations. Quelle liquidité on peut espérer? Alors, quand on achète une obligation, c'est ce qu'on appelle un fonds à échéance. Donc, on va se constituer dans les prochains mois un portefeuille diversifié d'obligations convertibles qu'on va porter à échéance 5 ans. L'objectif, c'est qu'au terme des 5-6 ans, on ait récupéré, on ait liquidé et récupéré les sommes investies, qu'on puisse redistribuer à nos clients. Mais on n'y touche pas avant 5-6 ans. Il faut avoir cet argent de disponible. Exactement, sauf si on opte pour les parts de distribution qui peuvent servir ce coupon de 4% par an. Qu'est-ce qui se passe en cas de défaut de l'un de ces investissements? Alors, ça arrive, sur ces 10 dernières années, on a investi, nous, sous forme obligataire, on a acheté plus de 400 millions d'euros d'obligations d'entreprises non cotées ces 10 dernières années pour un taux de défaut inférieur à 5%. Donc ça arrive quand l'entreprise, encore une fois, va mal, ce qui est assez rarement le cas. On a assez peu de cas d'entreprises qui vont directement au tapis. On a des cas d'entreprises qui ont du mal à l'échéance, elles ont du mal à rembourser l'obligation. Dans ce cas-là, on convertit, on reprend la majorité du capital et on va céder l'entreprise. Et en général, quand on la cède, on récupère toujours quelque chose. Peut-être pas 100%, mais toujours entre 50 et 70%. Et c'est là où c'est un métier qui est le vôtre, savoir évaluer, diversifier le portefeuille et puis gérer en effet d'éventuels pépins. Une dernière question liée à la fiscalité. On peut encore profiter de l'ISF PME cette année? Alors effectivement, pour revenir sur un autre sujet qui est l'ISF PME, il y a un effet d'aubaine d'ici la fin de l'année, puisque l'année prochaine, on ne paiera plus d'ISF, mais de l'IFI, on en a parlé. À partir de l'année prochaine, on ne pourra pas réduire son IFI. On sera obligé de le payer. Il n'y aura pas de mécanisme. Il n'y aura pas de niche fiscale, de plafond. Il n'y aura pas de niche fiscale attachée à ce nouvel impôt. Néanmoins, aujourd'hui, en l'état actuel des textes et du projet de loi de finances, on peut, jusqu'au 31/12, souscrire au produit ISF PME qui était ouvert en début d'année pour réduire son IFI de l'année prochaine. Donc c'est la dernière fois qu'on peut profiter d'une niche fiscale sur l'IFI. Donc autant en profiter et y aller. L'appel est lancé. En effet, la fenêtre est restée ouverte en fait, jusqu'au 31/12. Exactement. Et ça permet en effet à ceux qui le souhaitent d'en profiter. Merci Xavier pour toutes ces Merci explications. À très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec grand plaisir dans un mois pour un nouvel épisode. Bon placement à tous.